Donc, depuis 3 ans, la crise syrienne est qualifiée de conflit communautaire. Donc, on parle d'affrontement entre sunnites, chiites, sunnites, alaouites. Le paramètre de communautaire, bien sûr, il existe. Il est présent, pas d'angélisme, mais que je souhaite aujourd'hui, on va essayer d'apporter quelques nuances. Première observation, c'est, après la révolution, le printemps arabe, on peut observer que l'objet d'étude elle-même, elle s'est révoltée contre ses spécialistes. Depuis longtemps, ils parlent d'exception, l'incomptabilité de l'islam et la dictature arabe, toute cette interprétation. On n'a pas vu un changement de grille de lecture, une révolution qui va accompagner cette révolte de cet objet d'étude elle-même. Mais aujourd'hui, je souhaite en particulier d'interroger cette grille de lecture communautaire par le confronter à ses propres contradictions. Cette grille de lecture, il me semble, pour moi, confond entre communauté et communautarisme. Je regardais un peu les définitions. Mahdi Amel, dans son travail L'État confessionnel, il nous dit le communautarisme, c'est un régime politique qui permet à la bourgeoisie de dominer. Mais la communauté elle-même, c'est un espace géographique, culturel. Une communauté, elle porte une vision d'interpréter le monde, un regard, ça peut être philosophique ou autre. Le livre de Michel Seurat, l'ouvrage connu L'État de barbarie, a été réédité récemment. Beaucoup cité. Le problème de l'utilisation de ce livre, il me semble, considère que la Syrie a été figée dans le temps, non seulement les années 80 et déjà l'interprétation elle-même du XIIIe siècle. Mais depuis l'apparition de ce livre, comme si la Syrie n'a pas vécu l'effondrement du bloc soviétique, tout le changement qu'il y a eu dans le monde, plusieurs infitahs les années 80 et les années 90, en plus la mondialisation après les années 2000, beaucoup de changements, de technologies. La société syrienne elle-même a été bouleversée, bougée par les nouvelles valeurs économiques, etc. Comme si l'interprétation peut être restée sur ces années-là. Ces ouvrages-là construisent en plus une image, si on regarde en détail, sur la communauté alaouite en particulier, parce que c'est un sujet qui a été beaucoup traité, fantasmé. C'est une image complètement imaginée sur cette communauté-là. Prise entre clichés, les qualifiés, parfois ils sont chiites ou pas, païens, d'un islam plutôt acceptable. On a vu certains décrits l'ambiance à l'attaquer parce qu'il y a une présence de l'alaouite, des chrétiens, même un certain islam modéré, des sunnites, et pas de voile, ramadan relativement un peu différent de Alep et Damas, certains clichés, on peut consommer de l'alcool, il y a beaucoup de mariages mixtes, etc. Et de l'autre côté, on peut qualifier cette communauté alaouite qui tient le pouvoir. On peut parler maintenant d'alaouisme politique en comparant de mahonisme politique au Liban. Ce qui serait cette communauté dévouée à soutenir la conservation du pouvoir, qualification, shabiha, mukhabarat, nusayri, même j'ai vu un article, le titre c'était un secte de pouvoir. Bien sûr, cette grille de lecture, elle ne va pas admettre l'existence de l'opposition alaouite qui existe depuis longtemps. D'abord par les grandes familles traditionnellement connues. Chez les alaouites, il n'y a pas de Vatican. Donc, un imam, il a des initiés, elle peut être un prof d'école ou un fonctionnaire. Mais il y a l'opposition de grandes familles à cette transformation de prise de pouvoir, qu'ils n'ont pas donné une légitimité religieuse, qui n'existe absolument pas, mais aussi d'opposants politiques, qu'ils ont un projet d'intérêt général, comme Aref Dalila ou d'autres, la liste est très longue. Non seulement l'opposition alaouite qui fait partie de tous les démocrates de la Ligue, probablement parce qu'ils ne vont pas aller quand même à défendre l'islam politique, mais aussi on a vu, malgré après la révolution, beaucoup d'alaouites qui refusaient d'intégrer la coalition et le Conseil national parce qu'ils ne veulent pas être dans une décoration uniquement parce qu'ils sont alaouites.
On a vu le refus de Samar Yazbek, de Khawla Dunya, d'Arif Dalila, de Fadl Sleiman, de s'intégrer autant alaouite parce qu'ils ont un projet d'intérêt général avant tout. Quand je regarde en détail l'argument avancé pour détailler qu'est-ce qu'est un pouvoir alaouite ou pas, souvent on voit une citation de listes de diffusion d'officiers alaouites. Ils sont au pouvoir, dans le mukhabarat, etc. C'est-à-dire on met dans une valide. Est-ce que cette statistique valide cette interprétation ou pas? Est-ce que d'être né dans cette communauté, il suffit pour dire qu'on est communautaire ou pas? Comme si, par exemple, je renverse l'idée. Est-ce que d'être né dans une famille sunnite, c'est-à-dire qu'il faut défendre la communauté sunnite, ou le figé dans cette lecture, il est sunnite, donc non seulement qu'il défend, mais ça veut dire l'homme oriental, par excellence, c'est un homme religieux. Donc, il ne peut pas sortir d'avoir une autre appartenance. Il peut être athée, communiste, ou socialiste, ou même laïque, mais pratiquant. Ça n'empêche pas que figer les gens dans une appartenance d'une seule dimension de leur identité. Donc, ce dernier temps, donc, le conflit syrien, il est considéré, décrit comme une guerre communautaire. Non seulement on revient à figer les personnes dans une identité religieuse monolithique, pas d'autre référence que celui-là, mais on a vu aussi que toute la communauté confondue est traversée par une fracture d'anti et pro. On peut voir à l'intérieur de la même famille des gens qui se positionnent de manière d'abord individuelle à partir du moment où il y a eu une transition et un changement en Syrie. Est-ce qu'on est pour ou contre le changement? Donc, cette fracture elle est beaucoup plus visible dans les familles que cette vision globale. Et bien sûr, il y a eu un autre mécanisme qui s'est mis en place, qu'on va en parler après, un dérapage vers quelque chose de beaucoup plus communautaire. De la façon de parler, au moins majorité-minorité, nous pose des problèmes. Cette identification, le nous et l'autre, que c'est où, en Syrie, il me semble qu'il n'y a pas de minorité et majorité. C'est un pays de minorité par excellence. On ne peut pas mettre les sunnites dans un groupe homogène. Si on regarde en détail, on va sortir doucement les Kurdes, parce qu'ils ne sont pas un seul groupe. Les Kurdes eux-mêmes, ils sont divisés en 30 partis politiques, de l'extrême à droite à l'extrême à gauche. On va sortir aussi le sunnite laïque, certains athées, une différence entre le soufisme et d'autres courants. Donc voilà les divisions. Et surtout la différence entre centre et périphérie, entre les campagnes et les villes. Voilà, donc déjà le bloc sunnite en soi, entre les villes, il est différent. L'islam de Alep, il est un peu plus ottoman par son espace géographique. Les bourgeoisie de Damas, on a vu la crise des années 70-80, ils n'ont pas réagi de la même manière. Hama et Alep, ils restaient loin d'autres régions, que ce soit Damas ou Daraa, etc. Je reviens sur le concept, c'est la Syrie pour moi un pays de minorité par excellence. Dans la mosaïque, il me semble qu'il est orientaliste ou non orientaliste, c'est-à-dire les morceaux ils sont collés à côté, mais il n'y a pas d'intégration, ils ne se mélangent pas. Alors, il ne prend pas en compte certaines immigrations qui sont commencées à arriver dans des villes. Certes, il y a des frontières, il y a d'espace entre quartiers, par exemple à l'attaqué à l'Aïd Sunni, mais les censures sociales, il permet aux gens tout de suite d'avoir des quartiers mixtes. Mais mixtes dans le même immeuble. Pour moi, c'est une question de mixité sociale, plutôt économique. Finalement, si on regarde, ça a été beaucoup traité, le système de pouvoir, le système Assad, est beaucoup plus complexe. Il compte non seulement sur un asabiya, ce qui a été traduit, expliqué par un esprit du corps. La structure de pouvoir est basée sur un réseau qu'on peut appeler le wisraya, c'est une sorte de protection, de loyauté, de clientélisme, de corruption. Et il touche toute communauté confondue. Ils ont fini par profiter de ce système-là. Donc, wisraya, loyauté et clientélisme. Finalement, la qualification la plus proche, c'est une mafia ou un cartel.
l'Asabiya, je ne vois pas, si c'était uniquement alaouite, à partir du moment où il est élargi, est-ce que ça reste par définition alaouite ou est-ce que ce système, enfin plutôt de la qualification Asabiya alaouite, est-ce qu'il est encore valable? Surtout, l'élément le plus important, c'est le soutien financier. La bourgeoisie des années 80, avec un secteur mixte, l'État il tient encore en partie, c'est la bourgeoisie de Damas. Il y a eu un élargissement pour un nouveau, peut-être on aura l'occasion d'en parler, de ce changement après 2000, pour le nouveau homme d'affaires, les nouveaux acteurs qui sont arrivés, aussi pour les intégrer, il y a eu un changement. Donc ça reste majoritairement le pouvoir, tout est parti de là. L'ouvrage de Michel Seurat, L'État de barbarie, quand il est allé chercher le concept chaldunien, je ne sais pas si vous le connaissez, je résume rapidement, il pense qu'il y avait un dawa et un asabiya, dawa et un mulk. C'est trois concepts développés. Donc les dawa, que ce soit qu'ils trouvaient dans l'islam à l'époque, l'asabiya c'était la famille de Quraysh, qui est le cousin du prophète, vers un mulk. Le mulk c'est le khilafa et l'État et l'empire. Tirer un peu, on va trouver que les alaouites, ils ont trouvé dans le bas le dawa, l'asabiya alaouite, et les familles Assad, ils tiennent le pouvoir, donc le mulk. Sauf dans le deuxième concept, qui est le plus important, qui fait le socle de Ibn Khaldoun, c'est qui est complètement écarté, c'est l'Umran, qui nous explique pourquoi il y a un effondrement de civilisation qui est né, qui est plus forte après un effondrement. Justement, l'Umran, c'est un concept, je n'ai pas trouvé de traduction, parmi vous dans le salle, il peut m'aider. C'est la sédentarisation, c'est la transformation des Bédouins vers quelque chose de beaucoup plus citadin, c'est l'Empire. Donc c'est un changement radical, non seulement de mode de production, mais de compromis politique avec d'autres populations qui vont entrer. Donc pour l'Asabiya, elle va s'effriter. Toute la thèse qui tient de Ibn Khaldoun, l'Asabiya, elle va s'affaiblir par les richesses, par l'installation au pouvoir, elle va disparaître et ça fait à la fin d'effondrement. Je prends un peu de temps sur ce concept d'Umran et je m'étale un peu. Si on regarde en détail, à partir du moment où les Alaouites ils sont descendus dans l'ouvrage de Michel Seurat, il parle de colonisation. Donc, pour lui, les Alaouites ils sont allés coloniser les villes. Donc si on regarde à partir du moment où ils sont descendus dans les villes, ils sont devenus citadins. Il y a 1,5 million qui sont à Damas. Ils sont devenus, quand ils reviennent à l'attaquer, on peut observer, parce que j'habite à l'attaquer, on peut observer à quel point ils sont différents. Ils ne supportent pas rester une semaine. Il y a toute la ville à Damas qu'ils ont pris par d'autres valeurs. Le nombre de l'initiés, on n'a pas de chiffre, mais je pense qu'ils ont chute libre. Il y a très peu d'initiés, comme la préservation familiale qu'ils le souhaitent à l'époque. Donc justement, cet effritement de l'Asabiya, à quel point maintenant, avec une tension de guerre, elle revient. Ça, c'est un autre débat. Il y a une période de transition actuelle en Syrie. Cette grille de lecture, elle oublie, elle n'est pas partie contre les Alaouites, elle est partie uniquement un peuple contre une dictature, pour une vraie réforme, pour un changement. On oublie pendant 6 mois pratiquement une société civile pacifique, certes traditionnelle, mais elle porte un projet moderne. Il y a eu une alliance entre eux et la société civile. Le régime, ce qui a réussi, c'est casser cette alliance-là.